Les aventures en plein air poussent souvent les gens à leurs limites, mais derrière le frisson et la beauté de la nature se cachent de véritables tragédies. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 5 des morts les plus tragiques de l'histoire des aventures en plein air. Ce sont des récits authentiques de personnes qui ont affronté des conditions extrêmes et payé le prix ultime. Le 21 mai 2024, un matin glacial sur le mont Everest. Daniel Paul Patterson, un coach sportif de 40 ans originaire de Wakefield, venait de réaliser son rêve de toujours. À 4h40 du matin, lui et son guide Sherpa, Patenji, âgé de 23 ans, atteignaient le sommet du plus haut sommet du monde, culminant à 8849 mètres d'altitude. Ce moment représentait l'aboutissement de semaines d'efforts incessants et de détermination. Mais ce qui aurait dû être une descente triomphale s'est transformé en une tragédie mystérieuse lorsque Daniel et Patenji ont disparu sur cette montagne impitoyable. Daniel n'était pas seulement un alpiniste, c'était un partenaire dévoué, un fils attentionné et le copropriétaire de Wakefield CrossFit, connu pour sa gentillesse et son engagement envers les autres. Cette ascension avait une signification personnelle. Il s'était lancé ce défi pour honorer la mémoire d'une ancienne membre de son gymnase, Jenny Muston, et avait réussi à récolter 10 000 livres sterling pour sa famille. Malgré toute sa détermination, la dure réalité des dangers de l'Everest l'a finalement emporté. Son aventure avait commencé plusieurs semaines auparavant lorsqu'il avait rejoint un groupe de 15 alpinistes dirigé par le guide expérimenté David Hugo Ayavirikisp de 8K Expédition. Parmi l'équipe se trouvait Patenji, un Sherpa chevronné qui avait déjà atteint 2 fois le sommet de l'Everest. Daniel partageait chaque étape de son périple sur les réseaux sociaux, publiant des mises à jour et des photos qui mettaient en lumière les défis, mais aussi les récompenses de cette ascension. Dans un post, il décrivait le camp de base animé comme une mini-ville à 5364 mètres. Quelques jours avant sa tentative du sommet, il exprimait son impatience en écrivant « J'attends avec impatience une fenêtre météo favorable pour le sommet ». L'ascension finale a commencé sous des conditions météorologiques idéales. Le 21 mai, Daniel et Patenji ont traversé la redoutable zone de la mort, une région où le niveau d'oxygène chute considérablement, rendant chaque pas épuisant. Atteindre le sommet était une réussite monumentale, mais la descente de l'Everest est souvent plus périlleuse que l'ascension elle-même. Les problèmes ont commencé lors de la descente près de l'Hillary Step, une paroi rocheuse raide à 8790 mètres, connue pour ses goulots d'étranglement et sa proximité avec un précipice. Ce matin-là, la zone était encombrée de grimpeurs progressant lentement sur des corniches glacées. Quelque part entre la crête sommitale et le sommet sud, le drame a frappé. Une corniche de neige et de glace compacte s'est effondrée, emportant plusieurs alpinistes, dont Daniel et Patenji, sur la face Kangshung. Les secouristes ont réussi à sauver 3 alpinistes, mais Daniel et Patenji ne faisaient pas partie des survivants. Au Royaume-Uni, la partenaire de Daniel, Bex Woodhead, suivait de près ses mises à jour. Lorsqu'elles ont cessé, son inquiétude s'est transformée en panique. À l'annonce de l'incident, Bex a lancé une campagne GoFundMe, récoltant plus de 130 000 livres pour financer des recherches en hélicoptère et des opérations de secours. Décrivant Daniel comme une âme aventureuse et bienveillante, son appel a touché de nombreuses personnes. « Le temps est critique », a-t-elle supplié, cherchant à couvrir les coûts colossaux de la mission. Les équipes de recherche ont exploré la face Kangshung à pied et par voie aérienne, mais l'altitude extrême et les conditions hostiles rendirent la tâche presque impossible. Malgré des efforts considérables, aucune trace de Daniel ou de Patenji n'a été retrouvée. Global Rescue, une organisation initialement impliquée, a finalement dû se retirer, invoquant l'inaccessibilité de la région. Bex, néanmoins, a poursuivi ses recherches, remerciant ses soutiens et partageant régulièrement des nouvelles. Cette tragédie a également mis en lumière un problème croissant sur l'Everest, la surpopulation. Ces dernières années, le nombre d'alpinistes tentant l'ascension a explosé, entraînant une congestion dans des zones critiques comme l'Hillary Step. Cette saison seulement, plus de 450 alpinistes et leurs guides Sherpa ont tenté l'ascension depuis le versant népalais. Les experts alertent depuis longtemps que la surpopulation augmente les risques, car les alpinistes, bloqués dans des conditions glaciales, épuisent de leurs réserves limitées d'oxygène et s'exposent au gel ou au mal des montagnes. Les dangers sont aggravés par le changement climatique qui rend les conditions météorologiques sur l'Everest encore plus imprévisibles. Les autorités népalaises ont tenté de limiter le nombre de permis, mais la montagne reste impitoyable.
Quelques semaines avant l'ascension de Daniel, 2 alpinistes mongols avaient disparu après avoir gravi le sommet sans guide. Leurs corps ont été retrouvés plus tard, à des endroits différents au-dessus de 8000 mètres. Au fil des semaines, l'espoir de retrouver Daniel et Pastenji vivants s'est éteint. La zone où ils ont disparu, connue sous le nom de « zone de la mort », est l'un des endroits les plus inhospitaliers au monde. Survivre à une chute dans cette région est extrêmement rare, et le froid extrême ainsi que le manque d'oxygène rendent les sauvetages quasiment impossibles. 8K Expedition, la société qui avait organisé l'ascension de Daniel, a exprimé ses condoléances, déclarant « Malgré des efforts de recherche exhaustifs, nous avons le regret de confirmer que Daniel et Pastenji n'ont pas pu être retrouvés. Nos pensées accompagnent leurs familles en cette période difficile. » Le 29 septembre 2012, une fraîche journée d'automne dans le parc national des Rocheuses au Colorado. Le docteur Toni Henthorn, une ophtalmologue de 50 ans originaire de Denver, faisait une randonnée avec son mari, Harold Henthorn, pour célébrer leur 12e anniversaire de mariage. Mais à la fin de la journée, la vie de Toni fut tragiquement écourtée, et ce qui semblait être une chute accidentelle révéla bientôt des motifs cachés et des détails troublants. Toni, née le 10 janvier 1962 à Jackson, dans le Mississippi, avait grandi dans une famille chrétienne aimante. Elle était très accomplie. Diplômée avec mention de l'Université médicale du Mississippi en 1988, elle était une ophtalmologue renommée, spécialisée dans des chirurgies avancées comme le LASIK et la cataracte. Au-delà de sa carrière, Toni était une épouse dévouée, une mère attentionnée pour sa fille de 7 ans, Haley, et une membre active de sa communauté religieuse. Toni avait rencontré Harold Henthorn à la fin des années 1990 sur un site de rencontres chrétiens. Harold, originaire du Colorado, était charmant et aventureux. Ils se marièrent le 30 septembre 2000 et s'installèrent à Denver. Harold semblait être le mari idéal, organisant des sorties romantiques et des activités en famille. Cependant, avec le temps, les membres de la famille de Toni commencèrent à s'inquiéter de son comportement. La randonnée sur Deer Mountain le 29 septembre 2012 devait être une escapade surprise pour leur anniversaire. Harold affirmait avoir minutieusement planifié cette sortie pour offrir un moment spécial à Toni. Pourtant, les enquêteurs apprirent au plus tard qu'il avait exploré le sentier au moins 9 fois avant ce jour. Pendant la randonnée, le couple s'arrêta près d'une falaise abrupte pour admirer la vue. Selon Harold, Toni se serait approché du bord pour prendre une photo avant de glisser et de tomber d'environ 40 mètres sur les rochers en contrebas. Le comportement de Harold lors de son appel d'urgence suscita rapidement des interrogations. Tout en parlant avec les opérateurs, il semblait anormalement calme et proposa même de payer pour un sauvetage en hélicoptère. Cependant, le terrain accidenté rendait cette option impossible et il dut attendre l'arrivée des secours. Son ton et ses actions semblaient en décalage avec quelqu'un vivant une telle tragédie et les secouristes se demandèrent s'il avait correctement suivi les instructions de réanimation cardio-pulmonaire, RCP. Au départ, la mort de Toni fut considérée comme un accident, mais sa famille avait des doutes. Ils avaient toujours été méfiants envers Harold, le trouvant autoritaire et secret, notamment concernant les finances. Les enquêteurs découvrirent plus tard une carte du parc dans les affaires de Harold, avec le sentier marqué et un X près de l'endroit où Toni était tombé. Ces visites répétées dans cette zone renforçaient l'idée d'un plan prémédité. Harold devait également toucher 4,7 millions de dollars provenant des polices d'assurance vie de Toni, dont il était l'unique bénéficiaire. Bien qu'il n'ait aucun emploi visible, Harold menait un style de vie confortable, s'appuyant largement sur les revenus de Toni. Ces détails financiers alimentèrent davantage les soupçons. L'enquête révéla aussi des similitudes troublantes avec la mort de la première épouse de Harold, Sandra Lynn Henthorn, en 1995. Harold avait affirmé que Lynn était morte en l'aidant à changer un pneu crevé sur une route isolée lorsque leur voiture était tombée du creek et l'avait écrasée. Comme pour Toni, Lynn avait une police d'assurance vie dont Harold était le seul bénéficiaire. Les 2 décès s'étaient produits dans des circonstances où Harold était le seul témoin. En 2015, Harold fut jugé pour la mort de Toni. Les procureurs présentèrent des preuves de ses déclarations incohérentes, de son comportement suspect et de ses motivations financières. Des photos prises pendant la randonnée montraient Toni tenant des jumelles qui ne furent jamais retrouvées, soulevant des questions sur une possible dissimulation de preuves. Des témoins décrivirent Harold comme manipulateur et des amis se rappelèrent que Toni avait exprimé son malaise face à sa nature contrôlante. Après 10 heures de délibération, le jury déclara Harold coupable de meurtre au premier degré. Il fut condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle.
Le verdict apporta un semblant de justice à la famille de Tony, qui avait lutté sans relâche pour faire éclater la vérité, mais leur douleur face à sa perte demeure. Après la condamnation de Harold, les autorités rouvrirent l'enquête sur la mort de Lynn, pensant avoir suffisamment de preuves pour engager des poursuites supplémentaires. Les actes de Harold semblaient en suivre un schéma glaçant, organiser des incidents mortels déguisés en accidents. La fille de Tony, Haley, vit désormais avec son oncle, le docteur Barry Berthollet, et sa femme. Bien qu'elle semble s'adapter, la perte de sa mère et la vérité sur les actions de son père lui laisseront probablement des défis émotionnels durables. Le 28 août 2020, à Longyearbyen, dans l'archipel du Svalbard, en Norvège, Johan Jacobus Koot, un travailleur saisonnier néerlandais de 38 ans, terminait sa deuxième saison en tant que responsable d'un camping local. Johan adorait la sérénité des paysages sauvages de l'Arctique du Svalbard. Cependant, cette région reculée, située à environ 1300 km du pôle Nord, est également le territoire des ours polaires, un danger constant pour les habitants et les visiteurs. Les risques de rencontre avec des ours polaires au Svalbard, ils sont bien connus, avec des avertissements et des mesures de sécurité affichées partout dans la région. Malgré ces dangers, Johan, comme tant d'autres, était attiré par la beauté immaculée de l'Arctique. Mais cette nuit-là, la nature sauvage est devenue dangereuse. Vers 4 heures du matin, alors que Johan dormait dans sa tente au camping près de Longyearbyen, un ours polaire a pénétré dans la zone. Ce camping, populaire auprès des touristes et des travailleurs saisonniers, abritait également 6 autres campeurs cette nuit-là, originaires d'Allemagne, de Norvège, de Finlande et d'Italie. Le calme de la nuit arctique a été brutalement brisé par l'arrivée de l'ours, identifié plus tard comme un mâle de 3 ans. Les ours polaires chassent habituellement les phoques sur la banquise. Cependant, en raison de la fonte des glaces causée par les changements environnementaux, ils sont de plus en plus contraints de chercher de la nourriture près des zones habitées. Cet ours, probablement affamé, a ciblé la tente de Johan. Il a déchiré le tissu et l'a traîné dehors, lui infligeant de graves blessures. Les affaires de Johan, y compris son tapis de sol, étaient éparpillées sur le sol rocailleux, tandis que des traces de sang marquaient le lieu de l'attaque. Les autres campeurs, réveillés par le chaos, ont rapidement évalué la situation. Bien que l'on recommande d'avoir des armes à feu et d'autres mesures de protection au Svalbard, le groupe n'a pu que demander de l'aide et essayer d'intervenir à distance. Les autorités sont arrivées rapidement et ont trouvé Johan vivant, mais grièvement blessé. Malgré leurs efforts pour le sauver, Johan a succombé à ses blessures peu après son secours. Il s'agissait de la première attaque mortelle d'un ours polaire au Svalbard depuis 2011, lorsqu'un étudiant britannique avait perdu la vie dans un incident similaire. L'ours responsable de l'attaque a été retrouvé et abattu par les habitants près de l'aéroport de Longyearbyen. Les autorités ont confirmé qu'il s'agissait du même ours qui avait été aperçu plus tôt dans la semaine en train de fouiller près de la ville et d'entrer dans des cabanes. Des photographies prises après l'incident montraient la gravité de l'attaque. La tente de Johan, déchirée et endommagée, restait un sombre rappel des dangers de vivre sur le territoire des ours polaires. Les 6 autres campeurs, indemnes physiquement, étaient profondément choqués. Ils ont été pris en charge à l'hôpital local pour état de choc avant d'être libérés. Dans une déclaration, le groupe a exprimé sa peine « Nous avons besoin de paix pour pleurer notre ami disparu ». Nous sommes reconnaissants envers les habitants de Longyearbyen et le gouverneur pour leur soutien durant cette période tragique. Les autorités locales ont lancé une enquête sur l'incident, examinant les mesures de sécurité au camping et le comportement de l'ours avant l'attaque. Le vice-gouverneur Solvi Elveda a souligné l'importance de rester vigilant dans une région fréquentée par les ours polaires et de prendre toutes les précautions nécessaires pour garantir la sécurité. Avec une population d'environ 3000 personnes et près de 1000 ours polaires, le Svalbard fait face à une augmentation des conflits entre humains et animaux sauvages. Les ours polaires, protégés depuis 1973, luttent pour survivre alors que leurs territoires de chasse naturelle disparaissent à cause du changement climatique. Contraints de passer plus de temps sur Terre, ils entrent de plus en plus souvent en contact avec les humains. John Hars, chercheur spécialisé sur les ours polaires, a expliqué les défis auxquels ces animaux sont confrontés. À cette période de l'année, les ours polaires ont du mal à trouver de la nourriture. Sans glace dans leur principale zone de chasse, ils ont moins accès aux phoques et passent de plus de temps sur Terre à chercher des sources alternatives de subsistance. La communauté locale a pleuré la mort de Johan, se souvenant de lui comme d'un travailleur dévoué. Son décès rappelle l'équilibre fragile entre les humains et la faune dans l'Arctique, un endroit où l'imprévisibilité de la nature est toujours présente.
Le 6 février 2000, dans les montagnes blanches du New Hampshire, Guy Waterman, un conservateur de la nature, écrivain et alpiniste de 67 ans, entreprit ce qui serait son ultime ascension sur le mont Lafayette. Connue pour sa beauté sauvage et ses conditions difficiles, cette montagne représentait un choix symbolique pour un homme qui avait consacré sa vie à défendre l'éthique de la nature. Ce jour-là, Guy prit la décision difficile de mettre fin à ses jours, entouré par le monde naturel qu'il aimait tant. Guy laissa des lettres à ses proches pour expliquer son choix. Il emprunta un sentier qu'il connaissait bien et s'exposa aux rigueurs de l'hiver près du sommet, faisant ses adieux à la nature qu'il avait passionnément protégée. Le 11 février, 5 jours plus tard, son corps fut retrouvé par des amis sous des conditions neigeuses et venteuses. Sa disparition suscita de nombreuses réflexions sur sa vie, ses contributions et les luttes qu'il avait traversées. Né le 1er mai 1932 à New Haven, dans le Connecticut, Guy était le plus jeune de 5 enfants. Son père, Alan, était un membre fondateur de la National Science Foundation, instaurant un environnement d'attentes élevées. Bien que Guy brillât sur le plan académique, la pression de répondre aux attentes de son père pesait souvent lourdement sur lui. Adolescent, Guy montra de nombreux talents. Il maîtrisait le piano jazz, mémorisait les œuvres de Milton et obtint un diplôme en économie avec mention à l'université George Washington en 1953. Durant cette période, il épousa son amour de jeunesse, Emily Morrison, avec qui il eut 3 fils, William, John et James. Guy connut initialement un grand succès en tant qu'économiste et rédacteur de discours, travaillant pour le comité des politiques de la minorité au Sénat américain, puis pour General Electric. Malgré ses réussites, il ressentait une insatisfaction personnelle et se tourna vers l'alcool, ce qui mit à rude épreuve son mariage avec Emily. En 1963, l'alpinisme marqua un tournant dans la vie de Guy, après avoir lu un article à ce sujet dans Sports Illustrated. Cette activité l'aida à arrêter de boire et lui donna un nouveau sens à sa vie. Il partagea cette passion avec ses fils, escaladant des montagnes et enseignant l'art de l'alpinisme. En 1970, son mariage avec Emily prit fin. Plus tard, il trouva l'amour auprès de Laura Johnson, une alpiniste et éditrice. Ils se marièrent en 1972 et adoptèrent un mode de vie simple dans le Vermont, construisant une cabane sans électricité ni plomberie. Ensemble, ils cultivèrent la terre, écrivirent et explorèrent la nature sauvage. Guy et Laura coécrivirent des ouvrages influents tels que Backwoods Ethics et Wilderness Ethics, promouvant des pratiques à faible impact qui inspirèrent plus tard le mouvement Leave No Trace, ne laisser aucune trace. Ils coécrivirent également Forest and Crag et Yankee Rock and Ice, qui retracent l'histoire de la randonnée et de l'escalade dans le nord-est des États-Unis. Guy devint un mentor pour les alpinistes, inspirant beaucoup par son engagement envers la préservation. Il accomplit des exploits impressionnants, notamment l'ascension en hiver de tous les sommets de 4000 pieds du New Hampshire, en solitaire et hors des sentiers battus, témoignant de ses compétences et de son amour pour les montagnes. Malgré ses accomplissements, Guy fut marqué par des pertes personnelles déchirantes. Son fils aîné, William, perdit une jambe dans un accident de train en 1969 et disparut 4 ans plus tard, présumé mort. En 1981, John mourut lors d'une ascension du Denali en Alaska. Ces tragédies affectèrent profondément Guy, qui trouva refuge dans sa philosophie de l'autonomie et de la simplicité. Dans les mois précédant sa mort, Guy prépara l'avenir. Il s'assura que Laura disposerait d'un nouveau logement et prit des mesures pour garantir son bien-être. Bien que Laura fût au courant de ses intentions, elle respecta son choix malgré la douleur émotionnelle qu'il engendra. Le 6 février 2000, Guy entreprit une dernière ascension du mont Lafayette. Seul dans la montagne, il affronta les températures glaciales, une décision délibérée reflétant sa philosophie de vivre et de mourir en pleine conscience. Sa disparition fut un acte profondément personnel et réfléchi, marquant la fin d'une vie dédiée à la montagne et à ses principes. Après sa mort, l'héritage de Guy perdura à travers ses contributions à la préservation de la nature sauvage. Aux côtés de Laura, il façonna des lignes directrices éthiques pour les activités de plein air en mettant l'accent sur le respect de la nature. Son plaidoyer pour les pratiques Leave No Trace reste un élément essentiel des efforts de conservation aujourd'hui. Pour honorer sa mémoire, Laura et ses amis fondèrent The Waterman Fund, une organisation à but non lucratif dédiée à la protection des environnements alpins dans le nord-est des États-Unis. Le fonds remet le Guy Waterman Alpine Steward Award aux personnes incarnant un engagement exemplaire envers la préservation de la nature sauvage qu'il chérissait tant. La vie de Guy, bien qu'émaillée de défis profonds, continue d'inspirer les conservateurs et les aventuriers à protéger le monde naturel. Le 15 août 2024, sur le mont Tegelberg, en Bavière, en Allemagne,
Natalie Stichova, une gymnaste tchèque de 23 ans, explorait les environs du célèbre château de Neuschwanstein, un monument ayant inspiré le château de la Belle au bois dormant de Disney. Nathalie, passionnée par la gymnastique et avide d'aventure, aimait partager sa vie sur les réseaux sociaux. Elle était accompagnée de son petit ami, David, et de 2 amis. Ce jour-là, Nathalie souhaitait prendre un selfie mémorable avec le château en arrière-plan. Elle se positionna près du bord de la montagne pour capturer le cliché parfait. Selon un ami, qui a préféré rester anonyme, l'un des pieds de Nathalie aurait glissé ou une partie du bord rocheux aurait cédé. Tragiquement, elle chuta d'environ 80 mètres dans le vide. La zone où Nathalie est tombée était connue pour sa dangerosité, comme l'ont rapporté les autorités locales. Malgré la gravité de sa chute, Nathalie survécut initialement et fut retrouvée avec des blessures critiques. Elle fut transportée par hélicoptère à l'hôpital et sa famille ainsi que ses amis s'accrochèrent à l'espoir. Cependant, après 6 jours, il devint évident que ses lésions cérébrales étaient irréversibles. Le 21 août, sa famille prit la décision difficile de la laisser partir en paix. Nathalie était une athlète reconnue en Tchéquie, admirée pour son talent et son dévouement. Elle avait récemment commencé à entraîner de jeunes gymnastes, inspirant la prochaine génération. Son club de gymnastique, Sokol Pribram Sports Gymnastics, a partagé son chagrin dans un message émouvant. C'est avec le cœur lourd que nous annonçons le décès de notre chère amie, gymnaste et coach Natalka Stichova, suite à un tragique accident. Elle a combattu courageusement, mais nous a quittés le 21 août à 5h30 du matin. Natalka apportait de la joie à tous ceux qu'elle rencontrait, et c'est ainsi que nous nous souviendrons d'elle. Nos pensées les plus sincères vont à sa famille et à ses proches. En sa mémoire, nous invitons chacun à venir allumer une bougie dans notre gymnase. La mère de Nathalie a également posté un hommage poignant sur Instagram. Elle était incroyable et nous ne cesserons jamais de l'aimer. Je suis fier d'avoir pu l'appeler ma fille, mon rayon de soleil. Elle m'a tellement appris et je souhaiterais qu'elle puisse encore m'apprendre davantage. Elle était une sœur exceptionnelle et ses frères et sœurs chériront toujours son souvenir. La chute tragique de Nathalie met en lumière les risques liés à la prise de photos dans des endroits dangereux. Son histoire rappelle les dangers potentiels de privilégier le cliché parfait au détriment de la sécurité. Des incidents similaires se sont produits dans le monde entier. Par exemple, une jeune femme en Birmanie est tombée d'une cascade alors qu'elle prenait un selfie et a été emportée par le courant. Un autre événement dévastateur s'est produit dans la même région près du château de Neuschwanstein en juin de l'année précédente. Un homme originaire du Michigan, Troy Bowling, a agressé 2 jeunes femmes, Eva Liu et Kelsey Chang, sur un point de vue populaire. Bowling a tenté de s'en prendre à Eva et a poussé les 2 femmes dans un ravin. Eva n'a pas survécu et Bowling a ensuite été condamné à perpétuité pour ses actes. L'histoire de Nathalie laisse de nombreuses questions sans réponse. Et si elle avait choisi un endroit plus sûr pour sa photo? Et si elle avait renoncé à prendre ce selfie? Bien que ces interrogations persistent, son héritage vibrant perdure à travers ses publications sur les réseaux sociaux, témoignant de son esprit aventureux et de sa passion pour la gymnastique. Sa famille et ses amis se souviennent d'elle comme d'une lumière éclatante, répandant la joie partout où elle allait. Bien que sa vie ait été tragiquement écourtée, le souvenir de Nathalie continue d'inspirer ceux qui l'ont connue. Que son histoire serve de rappel de l'importance de la prudence et de la sécurité. La vie est précieuse et aucune photo ne vaut la peine d'être mise en danger.